On va entamer cet après-midi avec la deuxième table ronde, avec laquelle il s'agira en fait d'aller cette fois non plus au plus près de la question financière et de l'argent, mais au plus près de la personne et de s'intéresser au parcours. Alors parcours de soins, parcours par pathologie, parcours par patient et même parcours de vie ou par âge de la vie. On voit que cette notion, elle est à géométrie variable, pour employer un terme qui a été employé ce matin. Elle est très présente depuis plus ou moins, c'est un peu approximatif, mais depuis plus ou moins la loi HPST et les réformes qui s'en sont suivies, même si elle commence vraiment à prendre corps et à être traduite dans la stratégie nationale de santé et dans les déclinaisons en région. Alors on trouve une définition dans le portail des ARS. Un parcours se définit, donc je cite, entre guillemets, un parcours se définit comme la trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire de santé, avec une attention particulière portée à l'individu et à ses choix. Voilà comment cette notion de parcours est définie aujourd'hui sur le portail des ARS, le portail Internet. Alors comment cette trajectoire globale, cette continuité dans l'approche de l'accompagnement de chacun doit faire fi des possibles cloisonnements? Comment faire vivre dans cette dimension de parcours la complémentarité des interventions, la complémentarité de l'expertise de chacun, et comment faire vivre la transversalité? Donc pour illustrer ces questionnements, et peut-être bien sûr d'autres, j'invite les participants à cette séquence à me rejoindre, à savoir Marie-Dominique Lucier, donc, qui est manager et responsable du programme Parcours à l'ANAP, le docteur Christian Espagno, directeur associé de l'ANAP, Madame Agnès Seiz, cadre de santé, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins à la clinique Saint-Pierre à Perpignan, je vais y arriver, le docteur Frédéric Sanguignol, PDG de la clinique du Château de Vergne à Bondigou, également secrétaire général de la Société d'éducation thérapeutique européenne et également vice-président de la FHPSSR. Et enfin Arnaud Tulon, responsable du développement de l'information médicale au sein du groupe B. Braun Avitom. Rien que les présentations déjà... Voilà, vous êtes tous installés. Alors, nous allons illustrer les enjeux de l'approche par parcours à travers, d'une part, les travaux de l'ANAP et le projet PAERPA, plus particulièrement, donc PAERPA pour personnes âgées en risque de perte d'autonomie, que vont nous présenter Madame Lucier et le docteur Espagno. Puis nous aurons avec nos autres intervenants des illustrations concrètes à travers des parcours différents de patients. Et nous tenterons de vous donner la parole après chaque intervention, puisque le temps nous le permet à peu près encore. Donc, Madame Lucier, enfin, à peu près, hein. Madame Lucier et Docteur Espagno, je me tourne vers vous pour nous parler des enjeux dans le parcours de la personne âgée et nous présenter le projet PAERPA, son état d'avancée et des éléments d'évaluation. Donc, Docteur Espagno, si vous voulez introduire ces propos. Merci. Un petit mot d'introduction, très bref, parce que Marie-Dominique Lucier a des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire. Simplement pour vous indiquer que, effectivement, avec l'évolution des demandes de soins de la société, et en particulier avec l'explosion des pathologies chroniques dues à un vieillissement rapide de la population, eh bien, le besoin de coordination des soins, le besoin de décloisonnement est devenu extrêmement prégnant et à mettre en perspective par rapport aux contraintes financières que cela génère. Et c'est donc tout naturellement que l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, qui est née de la loi HPST, s'est, à la demande de son conseil d'administration, emparée de ce domaine des parcours et a donc créé un programme de projet sous la responsabilité de Marie-Dominique Lucier. Ce programme comporte plusieurs domaines, en particulier concernant la prise en charge des patients psychiatriques et atteints de santé mentale et avec les problèmes de santé mentale, les parcours mère-enfant et puis donc le parcours des personnes âgées, hein, que l'on appelle PAERPA, qui constitue un projet aux forts enjeux pour l'ANAP et que va donc vous présenter maintenant Marie-Dominique Lucier. Merci beaucoup.
Bonjour, merci Christian de cette présentation. Peut-être un tout petit mot complémentaire. Nous avions à la NAP commencé à travailler sur le sujet des parcours personnes âgées avant de ce projet que nous conduisons, PAERPA, qui est un projet national et qui nous avait permis un petit peu de débroussailler le sujet du parcours. Pour reprendre, peut-être repréciser pourquoi on parle de parcours dans la SNS. Je crois quand même que la première fois où on voit ce terme de médecine du parcours, c'est le HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui l'a cité dans ses travaux qu'il avait conduits sur les ruptures dans les prises en charge des parcours des personnes âgées. Ces travaux sont très intéressants parce que vous enlevez le terme personne âgée et vous mettez une autre population cible et vous avez à peu près les mêmes analyses avec évidemment un déficit majeur du service rendu aux personnes dans ces ruptures de parcours. Et puis le HCAM a pour la première fois apporté une approche financière au coût dans ces ruptures de parcours qui est pour les personnes âgées évaluée à 2 milliards d'euros à peu près par an, probablement un peu différent sur d'autres populations cibles, mais néanmoins identique. Donc une médecine de parcours qui est non plus une médecine comme une succession d'actes, mais bien une médecine de parcours qu'il faut définir néanmoins. Du coup, peut-être que la définition, en tout cas celle qui a conduit au travail que nous menons et que je vous propose aujourd'hui dans l'échange, n'est pas forcément la seule, mais c'est assez concrètement l'organisation coordonnée et proactive de l'ensemble d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui vont être nécessaires pour la prise en charge d'une personne âgée, d'une personne atteinte de maladie chronique et ou d'une personne en perte d'autonomie, en vue de répondre de façon globale aux besoins sanitaires, médico-sociaux et sociaux de cette personne, ce qui rejoint la définition qui est sur le portail des ARS, par l'ensemble des acteurs d'un territoire. Néanmoins, je pense que le mot parcours est devenu un mot valise, et comme beaucoup d'autres, et qu'il faut probablement, quand on évoque le sujet du parcours ou quand on est dans une réunion, qu'on parle de parcours, il faut se mettre d'accord sur ce dont on parle, puisqu'on peut voir des confusions entre patients traceurs de l'HAS, chemin clinique de l'HAS, filière, qui correspond souvent à des circulaires, parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie. Et que donc, ces éléments-là sont parfois des sources de confusion. Aujourd'hui, ce que je vous présente est en lien avec la définition que j'ai donnée précédemment, que je rattacherai plutôt à parcours de santé. Un petit mot sur PAERPA avant d'aller plus directement sur les enjeux. PAERPA, donc, c'est un projet national qui est conduit par la DSS, la Direction de la Sécurité sociale. Il s'agissait de réfléchir dans une population cible âgée de 75 ans ou plus au risque de perte d'autonomie pour cette population, avec un travail conduit sur plusieurs territoires de manière à essayer de tirer des enseignements et de voir ce qui était pertinent de répliquer, de reproduire et de réorganisation potentielle. Les impacts attendus de ce projet pour la population est bien de réduire les passages inadéquats aux urgences, puisque c'est le premier clignotant d'une rupture de parcours, quelles que soient les structures d'urgence. Ça va de SOS médecins par des services d'urgence classiques, de favoriser les augmentations des hospitalisations programmées pour cette population, d'avoir une meilleure lisibilité de l'offre, d'avoir une amélioration de l'accès au premier recours et d'avoir une amélioration directe pour la qualité de vie de l'usager qui repose sur 4 objectifs que s'est fixé la Direction de la Sécurité sociale: la réduction de la iatrogénie, la réduction des chutes, l'amélioration de la prise en charge de la dénutrition et de la dépression. Sont les impacts attendus à court et moyen terme d'actions à conduire. Ces actions à conduire sont identifiées sur les 9 territoires sur lesquels je vais revenir qui sont éligibles à ce projet, avec des leviers d'action proposés qui sont une rémunération du temps de coordination nécessaire auprès des personnes, une autorisation du partage d'informations entre des acteurs sanitaires et sociaux. Ça, c'est une vraie nouveauté parce que nous n'avons pas en France l'opportunité de partager des informations sociales et sanitaires et que le DMP aujourd'hui n'est pas assez accessible à autres acteurs que des acteurs sanitaires.
développement d'outils documentaires communs qui ont été produits par l'HAS, excusez-moi des abréviations, le PPS, c'est le plan personnalisé de soins, le DLU, c'est le dossier de liaison d'urgence, le VSM, c'est le volet médical de synthèse, et le CRH, c'est le compte-rendu d'hospitalisation, qui s'impose comme outil de partage d'informations pour les acteurs sur les territoires retenus. L'autre levier est un levier du déploiement de systèmes d'information qui doit bien sûr être celui des messageries sécurisées, des répertoires de ressources et du DMP, mais d'autres points que j'évoquerai ultérieurement. Une aide financière pour le déploiement aux alternatives à l'hospitalisation, des actions de formation qui ont pour objet des actions de formation à la prise en charge pluridisciplinaire, et puis chaque territoire a des actions spécifiques. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, 9 territoires ont été retenus par la ministre, 5 premiers territoires qui sont l'Île-de-France, le centre, les Pays de la Loire, l'Alsace, le Midi-Pyrénées et la Lorraine. 4 territoires qui sont arrivés en deuxième vague depuis le mois de janvier, qui sont le Limousin, la Bourgogne, voilà, que je les vois tous les jours et qu'ils m'échappent, les 2 autres, ça va me revenir, et qui sont en phase d'analyse aujourd'hui de leur situation et d'engagement de leurs partenaires. Alors, les enjeux de ce parcours, parce que ça c'est un cahier des charges avec des leviers. Comment fait-on dans la vraie vie et comment mettons en place des améliorations ou des organisations qui vont essayer de réduire les ruptures. Il y a plusieurs enjeux dans cette mise en œuvre pour lequel tout ne sera pas évidemment résolu. Premier enjeu, enjeu populationnel, puisque s'occuper de personnes de plus de 75 ans, c'est s'occuper de personnes porteuses de maladies chroniques. Dans la définition qui a été donnée de la population cible, plus de 75 ans en risque de perte d'autonomie. On voit ici tout de suite qu'on a une difficulté qui est celle du repérage de cette population cible, qui est celle de la quantification des besoins, quels sont les outils de segmentation par niveau de risque, et profonde modification des modalités de prise en charge, parce que les usagers ont beaucoup changé et qu'ils ne souhaitent pas nécessairement aller à l'hôpital, même s'ils sont très âgés. Et que le premier sujet sur lequel nous avons un énorme travail à faire, parce qu'en santé publique, nous n'avons pas encore trouvé tous les outils nécessaires à la prise en charge au long cours, qui est comment on analyse la population cible sur laquelle on voudrait agir, qui est donc la gestion en fait du risque. À partir du moment où on pose le diagnostic de maladie chronique, on pose la question d'un risque, et que cette gestion du risque, ici j'ai mis un modèle qui est le modèle le plus connu, qui est le modèle de Kaiser, mais les anglo-saxons et les australiens particulièrement ont développé d'autres modèles qui sont assez intéressants, qui sont, certains modèles sont plus axés sur une approche population et d'autres modèles sont plus axés sur une pathologie. Néanmoins, on est toujours dans une conclusion à peu près identique qui est il y a 4 niveaux. Il y a le niveau des personnes en santé dite normale qui doivent avoir accès à des actions communautaires en termes de prévention qui dépassent largement le champ de la médecine. Ensuite, 3 autres niveaux. Le niveau d'auto-soin d'une population qui est prise en charge en ambulatoire, qui doit trouver sur son territoire de proximité une réponse à ses besoins, et puis les niveaux 2 et 3 qui sont assez classiquement aussi. Le niveau 3 étant le plus facile à identifier parce que c'est celui qui utilise le plus de ressources et le plus de pluriprofessionnalisme. Mais nous n'avons pas, par segment de risque, sur des territoires concernés, le nombre de personnes concernées, les profils de ces personnes. Deuxième enjeu du parcours, les enjeux de gouvernance et de pilotage stratégique, parce que dans tout le monde est d'accord pour dire que les causes de rupture sont connues. On utilise les urgences parce que la lumière est allumée toute la nuit. On va privilégier tel et tel type de situation parce que l'offre existe et non pas parce que c'est un besoin. Il faut donc travailler sur l'échelon d'un territoire. Quel partenariat y a-t-il à déployer? Quelles sont les prestations qu'offrent tous les acteurs d'un territoire? On s'aperçoit à l'usage que on peut connaître l'HAD, la clinique voisine, le service particulier d'un établissement de santé, mais finalement, le vrai partage de connaissances, de prestations servies et d'opportunités de travail en commun est très faible. Il faut donc qu'il y ait un fort partenariat entre les différents types de structures et sur toute l'offre,
et particulièrement entre l'offre ambulatoire et l'offre des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, avec un positionnement nécessaire dans la graduation des soins qu'ils peuvent offrir. Il faut avoir des plateformes de services. Quel est l'échelon de gouvernance entre l'accès de proximité, 30 à 40 km, c'est la tolérance sur lequel, à la NAP, nous avions un peu travaillé en disant que le périmètre et le diamètre d'un territoire, au-delà de 40 km, était celui de tolérance accepté et par les professionnels et par les usagers. Je parle en kilomètres à plat, je ne parle pas en géographie montagne. Ça signifie quoi si on réfléchit derrière à cette gouvernance? C'est quoi pour les structures de se positionner sur un territoire? On est donc bien sur une structure, l'ensemble des offreurs doivent, et particulièrement les établissements, répondre aux besoins de santé de la population. Est-ce que le projet répond aux besoins de santé de leur population à qui ils offrent des prestations? Est-ce que les parts de marché correspondent aux besoins des santé de la population ou sont en lien avec l'offre dont ils disposent, ce qui n'est pas la même chose? Et dans quel niveau de recours technique ils vont s'inscrire? Il faut aussi que ces projets soient prospectifs en fonction des évolutions des modes de vie et des prises en charge et des évolutions technologiques, donc avoir des projets à moyen terme et évidemment un positionnement entre tous les acteurs du territoire et donc une modalité de contractualisation que peut-être nous n'avons pas été déployée complètement, une CHT ou un GCS n'étant pas forcément l'alpha et l'oméga d'un partenariat. La valeur ajoutée d'une structure, nous pensons que la valeur ajoutée d'une structure dans l'avenir, pour ce qui est des prises en charge au long cours, je m'entends, sera moins caractérisée par sa taille, sa technologie ou son expertise que par sa capacité d'ouverture, ce qui sous-entend de la pluriprofessionnalité, des organisations ergonomiques avec les acteurs extérieurs, notamment dans le support des nouvelles technologies, d'où le rôle important des systèmes d'information, une capacité à l'anticipation et donc à organiser l'anticipation et une capacité à sortir de cette structure, ce qui n'est pas évident. Troisième enjeu du parcours, le système d'information. Je vais le détailler dans la diapo suivante. Le système d'information clinique et sociale partagée, déploiement des messageries sécurisées, utilisation du DMP. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et est-ce que c'est le plus fluide? Système d'aide à la décision, j'ai parlé de la classification des patients, accès aux bases de données qui permet de connaître les profils. On a toujours un sujet en France sur ces accès à l'ensemble des données nécessaires, à leur lecture, à leur cohérence d'interprétation, avoir des itinéraires cliniques de référence et puis essayer d'avoir des prédictions de la consommation de la prestation à partir de ce qui est dans les bases de données. Tout ce qui va être télésurveillance et tous les applicatifs aujourd'hui disponibles qui permettent d'être dans de l'anticipation, de la gestion à distance, de la surveillance à distance et de l'organisation, puis le web. Les enjeux financiers, dernier enjeu, il y en a pour 3 acteurs. L'enjeu pour l'usager, le reste à charge. La place à venir de l'assurance maladie complémentaire, obligatoire, non obligatoire, sur quel profil, comment les assureurs vont s'inscrire et s'inscrivent déjà dans finalement une régulation du parcours d'une certaine manière, suivant ce qu'ils vont accepter de couvrir ou pas couvrir par rapport au profil des personnes et de leurs risques en santé. Et puis pour l'usager, une lisibilité de l'accès au premier recours qui reste quand même la priorité. Pour les structures, fongibilité symétrique, asymétrique, impact sur l'activité intra-hospitalière, je ne détaillerai pas, je pense que vous en avez parlé, T2A et MIGAC, où en sommes-nous et comment on évolue. Et puis, appliquer le principe de subsidiarité, qui à lui seul permettrait de faire beaucoup d'efficience, ce qui suppose d'avoir clarifié les missions, les doublons de missions, pour appliquer un principe de subsidiarité, ce qui nécessite beaucoup de diplomatie et de l'investissement parfois avant d'avoir cette subsidiarité effective. Et puis pour les professionnels de santé libéraux, le financement de la coordination, comment? Le financement de la prévention, comment? Où en sommes-nous sur le financement de la prévention en France et sur le financement de la coordination aussi? Parce que ce qui est fait dans PAERPA n'est probablement qu'un début, un élément et ne traduit pas ou ne montrera pas ce qu'il adviendra ultérieurement. Vous avez ici résumé l'ensemble et juste pour terminer,
Le dernier enjeu, l'évaluation, qui comporte 3 points. Comment va-t-on évaluer le service rendu à l'usager? Quel va être l'impact d'actions qui vont être conduites sur chacun des territoires que j'ai listés au départ sur les pratiques professionnelles? Et l'évaluation médico-économique. Cette évaluation va prendre du temps. Les impacts seront longs. Je ne vois pas à une échéance de moins de 18 mois, 2 ans pour les premiers effets de certaines actions. Et sur l'évaluation médico-économique réelle, c'est-à-dire sur l'enjeu des réallocations de ressources, c'est nécessairement 3, 4 ou 5 ans. Cette évaluation est conduite par l'ADRES avec l'IRDES, qui est l'Institut d'évaluation médico-économique qui est connu, l'HAS pour tous les aspects pratiques professionnelles et référentielles, l'ANAP et les ARS impliqués dans ce projet PAERPA, mais d'où je pense qu'il peut être, une modélisation de la prise en charge des parcours en général, en ajustant sur les spécificités des populations cibles. Dans le programme PAERPA, il y a des indicateurs de process, de résultats qui sont inscrits pour chacune des actions qui devraient permettre d'avoir une certaine traçabilité des actions conduites. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc à vous entendre, on comprend à la fois les enjeux et puis effectivement la complexité de la mise en place de ces parcours et les impacts que ça peut avoir. Donc on comprend aussi qu'il va falloir du temps. Alors finalement, l'échelle de temps par rapport à celle qui a été évoquée ce matin reste encore à peu près accessible. Mais voilà, il y a encore du travail. Alors je vais laisser la parole à la salle pour une première série de questions-réactions si la salle n'est pas complètement endormie sur le sofa dans le noir, sur les sofas dans le noir. Moi, peut-être pour les laisser se réveiller, une réaction par rapport à la question de l'évaluation des besoins de la population, puisque vous disiez qu'effectivement c'est un des enjeux et qu'il fallait que les offreurs puissent répondre aux besoins de la population sur un territoire. Comment on les évalue, sachant que dans les démarches de planification qu'on a pu voir par le passé, je me réfère à des démarches qui datent d'il y a 3-4 ans, au lendemain de la mise en place des ARS, on avait le sentiment que finalement les besoins étaient parfois un peu évalués aussi en fonction des moyens disponibles et des enveloppes prévisibles. Est-ce que là, il n'y a pas un écueil à éviter si on veut vraiment inscrire une démarche qui ait du sens dans le temps et qu'on soit dans un vrai projet autour du parcours des personnes? Alors, il y a 2 points dans votre question. D'une part, comment on fait pour évaluer les besoins? Avec quelle base de données? Est-ce que ce qu'ont fait les ARS quand elles ont préparé leur PRS tout à fait légitimement, s'appuyer sur les bases de données, les ALD, la morbimortalité, des indicateurs socio-économiques, n'est probablement pas suffisant pour l'échelon d'une réponse à la proximité. Pour une planification à l'échelon régional, c'est peut-être, mais encore, et il faut probablement affiner, c'est ce que j'ai tenté brièvement de présenter dans la pyramide, comment on segmente la population d'une manière pertinente pour avoir des paniers de ressources adaptés par grand type de profil. Et puis l'autre sujet, c'est dans la gestion et dans la... J'ai perdu le fil. Il y avait un deuxième point que je voulais dire. Sur la question du calibrage des besoins par rapport aux enveloppes. Non, oui, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Nous avons l'habitude, quand on est responsable, et moi j'étais coordonnateur d'un pôle, travaillé dans un CHU, nous disons toujours, notre structure a besoin d'eux. Je suis coordonnateur de pôle, j'ai besoin d'eux. Je suis directeur d'établissement, j'ai besoin d'eux. Je suis responsable d'un service à domicile, j'ai besoin d'eux. Enfin, je fais une présentation un petit peu caricaturale, mais on est quand même toujours dans une réponse en fonction de l'offre. Et qu'effectivement, il faut impérativement changer de paradigme et d'être dans une réponse en fonction des besoins. Mais l'analyse des besoins étant encore... comment résout-on les problématiques d'analyse des besoins? Je parle toujours là sur le champ de la prise en charge au long cours des maladies chroniques. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas de modèle sur l'aigu. Je pense qu'on est très bon en France sur les prises en charge aiguës graves, mais sur la prise en charge de maladies chroniques au long cours, on n'est certainement pas encore complètement bien calé en termes de planification et d'organisation. Merci bien. Alors ça y est, vous êtes en plein jour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la question de parcours? Oui, il y a une question par là-bas, une main levée.
Oui, pour faire partie des régions en nouvelle analyse, Limousin, plus particulièrement le bassin de Brie. Moi, j'ai assisté à une première réunion au titre du comité de pilotage. Et en tant qu'établissement privé, j'ai eu quelques interrogations, puisqu'il nous a été présenté le projet PRPA, donc la perte d'autonomie des personnes âgées, avec notamment les symptômes aigus qui peuvent être le cancer du côlon ou le col du fémur. Et tout en m'expliquant que donc à la tribune, il n'y avait que l'hôpital, le service de gériatrie de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, l'ARS. Donc je me suis permise naïvement de poser la question en disant 80% de l'aigu se fait chez moi, sur le plan chirurgical. Et donc dorénavant, je vais avoir une cellule qui se trouvera à l'hôpital qui va m'expliquer comment je vais pouvoir gérer ces gens-là, retour à domicile ou SSR ou SIAD, etc. Alors le directeur m'a expliqué, on fera des RCP. Ben voilà, donc petit sentiment, je dirais, d'inquiétude qui m'amène à être un peu vigilante sur le sujet. Je vous remercie beaucoup de cette question parce qu'elle traduit typiquement ce que j'ai dit très brièvement sur la gouvernance et l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système, et si vous avez assisté à une réunion de lancement où je vois bien où il y avait énormément de personnes, où il y a des acteurs qui ont répondu par rapport à ce qu'ils font, et pas par rapport aux besoins de la population. Ça ne veut pas dire que les réponses sont inadéquates, ça veut dire qu'elles sont insuffisamment éclairées de l'ensemble des problématiques et des acteurs sur le territoire. Je crois qu'il y a bientôt une autre réunion auquel je serai, donc je vous invite à y venir. Plus précis, je pense, en termes de mise en œuvre opérationnelle, mais évidemment, votre inquiétude est légitime, mais elle traduit aussi les difficultés culturelles, j'allais dire. Le sujet du parcours est, au-delà d'un sujet de balance entre l'offre et les besoins, est aussi un sujet de nouvelles pratiques professionnelles où les cultures identitaires sont très fortes et il y a du chemin à parcourir, je pense, ensemble, sur le pluriprofessionnalisme. Qui peut prendre un peu plus de temps que les délais que vous avez annoncés tout à l'heure, d'ailleurs, peut-être. Est-ce qu'il y a une autre question? Réaction? Non? Oui? Ah, il y en a une apparemment, mais je ne la vois pas. Ah non, finalement non. Il y a eu le droit de rétractation. C'est pas grave, je vais... Ah oui, alors allez-y, parce que c'est vrai que peut-être je juste me suis pas tournée vers la tribune. Un petit commentaire complémentaire. On voit bien, là encore, un travers franco-français. Hein, pourquoi faire simple alors qu'on pourrait faire compliqué? Et on voit bien aussi combien notre système reste encore très, très cloisonné. Et comment, pour faire un parcours, il va bien falloir que l'on mette autour de la table, au-delà des dogmatismes ou au-delà des idées reçues et préconçues de chacun, tout le monde autour, alors pour le coup ce ne sera plus un mot creux, mais vraiment autour du parcours du patient. On voit aussi que, d'une part, on n'a pas encore tous les moyens. Clairement, les systèmes d'information, Marie-Dominique l'a dit, sont nettement insuffisants pour assurer une bonne fluidité des parcours. Et on se désespère un peu de voir que ce DMP n'a pas encore accouché d'un outil pratique à la disposition des soignants. Et chaque fois qu'on parle de ce problème, en particulier avec les ARS, on voit bien quelle est leur inquiétude, en ce sens que, compte tenu d'un manque de maturité, les moyens mis en œuvre sont tellement importants sur ces 9 parcours expérimentaux qu'actuellement, on est totalement incapable de reproduire cela à une beaucoup plus large échelle. Il va donc falloir vraiment abattre les cloisons, simplifier les procédures, que personne ne se sente exclu. Par exemple, le premier recours, si le premier recours se sent exclu d'un système comme celui-là, ça ne marchera pas. Et donc, il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à déployer de façon efficace à l'échelon du territoire, dans ce domaine comme dans tout le domaine de la pathologie chronique et du handicap, des vrais parcours. Alors, ce qui supposera d'ailleurs une méthodologie bien rodée et pensée pour ceux qui seront chargés d'animer justement cette coordination et ce décloisonnement sur les territoires, ce qui est là aussi sûrement à mettre en place, à instaurer. Alors, je vais céder la parole au docteur Frédéric Sanguignol, qui va lui évoquer les enjeux du parcours d'un patient atteint d'obésité, les éléments à prendre en compte et puis les perspectives.
Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Tout le monde a commencé par remercier Thierry Béchu et Lamine Garbi de les avoir invités. Moi, j'avoue que j'hésite. Parce que d'abord, me faire parler d'obésité en phase postprandiale, hein, j'ai vu quelques personnes qui commençaient à s'assoupir, et en plus me faire parler d'un sujet qui est extrêmement compliqué parce qu'il existe encore aujourd'hui très peu de choses. Donc voilà, j'hésite. Hein, Lamine en parlera tout à l'heure si tu veux. Donc je dois vous parler du parcours, mais avant de vous parler du parcours, je voulais vous parler d'obésité. Alors, l'obésité, ça se définit comment? Je vous ai mis cette petite formule que Lamine, tu pourras bien sûr calculer. Le poids divisé par la taille au carré. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Pas d'attaque personnelle. Calcule peut-être le tien. Thierry, ça va? On est tranquille. Donc, en fonction du chiffre que tu vas trouver, eh bien, si tu es entre 18,5 et 25, ton poids est normal. Voilà. Par contre, entre 25 et 30, tu vas être en surpoids. Et au-delà de 30, tu auras un problème d'obésité. Je ne vois dans cette photo aucune attaque personnelle. Donc, on parlera d'obésité modérée entre 30 et 35, d'obésité sévère entre 35 et 40 et d'obésité morbide au-delà de 40. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on est quand même face à un vrai problème de santé publique. Quand on regarde ce qui se passe depuis qu'on suit l'évolution de l'obésité, c'est-à-dire 1997, eh bien, on a des chiffres assez impressionnants puisqu'on a aujourd'hui près d'un tiers de la population française qui est en surpoids, donc avec cet indice de masse corporelle entre 25 et 30, et puis on a doublé le nombre d'obèses en l'espace de 15 ans, en passant donc de 8 à 15%, puisque aujourd'hui il y a donc 7 millions de Français âgés de plus de 18 ans obèses en France. Donc je vous ai mis quelques exemples. Là encore, ce n'est pas dans le public, je vous rassure. Donc voilà ce que c'est à peu près une obésité avec un indice de masse corporelle à 32. Alors après, évidemment, il y a l'indice de masse corporelle à 70. Hein, là, effectivement, c'est un peu plus important. Et puis, je vous ai mis quand même l'indice de masse corporelle à 105, puisque ce monsieur faisait, quand il est arrivé dans l'établissement, 320 kilos. Alors, regardez comment l'obésité a progressé en France, parce qu'ensuite, vous verrez comment, dans le privé, nous nous en sommes occupés. Donc, 97, vous voyez, c'était surtout au nord de la France. Alors, soyez rassurés, pour la Corse, les chiffres ont brûlé, hein. Donc vous ne les aurez pas, mais vous pourrez regarder en tout cas les autres régions. Alors voilà, 97, 2000, ça s'aggrave au nord. 2003, ça commence à rejoindre un petit peu le sud. 2006, deux nouvelles couleurs, jusqu'à 20% pour le nord maintenant. 2009, et puis les derniers chiffres, 2012. Donc vous voyez que nous sommes devant une progression de l'obésité absolument effrayante. C'est pour ça que l'OMS parle de la plus grande épidémie non infectieuse du XXIe siècle. Et quand on regarde l'évolution de la prévalence donc, de l'obésité dans l'ensemble des régions, eh bien vous repérez et vous verrez que c'est rarement en dessous de 50% d'obèses en plus en 5 ans. Alors qu'est-ce qui existe sur ce parcours de la personne obèse? Ben justement, pas grand-chose, c'est pour ça que j'étais bien embêté pour faire cette présentation et que je remercie d'ailleurs l'ARS Île-de-France avec qui j'ai travaillé, ainsi que le groupe de coordination des centres spécialisés obésité qui m'ont bien aidé dans cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'il existe? Ben, aujourd'hui, finalement, il existe des filières. Alors, des filières assez simples, hein, il y a le médecin généraliste qui envoie au médecin spécialiste, qui lui renvoie. Parfois, ce patient, il va aller en MCO, alors soit pour une hospitalisation complète, soit pour une HDJ, en tout cas pour faire un bilan. Soit il va aller directement en MCO pour faire de la chirurgie bariatrique. Et puis, ce patient, il revient chez son médecin généraliste ou son médecin spécialiste en passant parfois par les SSR spécialisés dans la prise en charge de l'obésité. Alors, ces filières, je les ai repris une à une parce qu'on a un certain nombre de problèmes qui peuvent expliquer pourquoi, justement, on ne sait pas trop quoi faire avec cette pathologie.
Le médecin généraliste, alors là, ça commence mal parce que lui, il n'a eu aucune formation à l'obésité pendant ses études, encore aujourd'hui, et donc il n'a pas tellement d'intérêt à le prendre en charge, ce patient, parce qu'il ne sait pas. Donc ce n'est pas sa faute, hein, il ne sait pas. Alors il envoie au médecin spécialiste, mais le médecin spécialiste, lui, certes, il a été formé, mais on ne peut pas dire que ça l'intéresse trop, et les endocrinos diabétos, ils préfèrent s'occuper plutôt justement du diabète, de l'hypophyse, de la thyroïde, que de l'obésité. Alors ensuite, donc, il l'envoie en MCO. En MCO, là, on a un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que les bilans ne sont pas standardisés, il y a le problème de la circulaire frontière en HDJ, donc pas terrible non plus. Et puis ce patient, donc, il va revenir chez son médecin généraliste, ou alors il passe mais là on ne sait pas quel suivi, ou alors il passe en chirurgie bariatrique. Et là, en chirurgie bariatrique, c'est sûr qu'on a, dans certains établissements, pas dans tous encore, mais une certaine organisation en préopératoire en particulier, puisque vous savez que ces patients doivent être suivis avant l'intervention pendant 6 mois à 1 an, si on suit les recommandations de l'HAS. Et c'est vrai qu'on commence à voir dans un certain nombre d'établissements des structures autour du chirurgien, l'anesthésiste, l'endocrino, le médecin généraliste, les différents paramédicaux, diététiciennes, psychologues, etc., qui permettent de faire un bilan global de ce patient. Mais le problème, là aussi, c'est que malheureusement, il y a 50%, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus après cette chirurgie. Donc difficile de connaître les résultats. Et puis alors, il y a ceux qui vont passer par le SSR. Et le SSR, là aussi, on a un problème, c'est qu'un grand nombre des SSR, encore aujourd'hui, refusent ces patients, surtout quand ils sont dans ces états-là. Alors, quels éléments on peut prendre en compte pour essayer de bâtir ce parcours ? Tout d'abord, la trajectoire de cette obésité. Comment un patient évolue tout au long du temps, il évolue par des phases de prise de poids, de perte de poids, de reprise de poids, de complications, de chronicité, d'handicap, avec des phases qui peuvent durer jusqu'à 20 ans avant le handicap. Et cette prise en charge de l'obésité, évidemment, elle va nécessairement devoir s'adapter à chacune de ces phases de son installation à la mise en place de résistance à l'amaigrissement. Et puis alors, il y a un certain nombre de traitements, encore aujourd'hui malheureusement totalement inappropriés, en particulier ces régimes multiples et variés que l'on fait subir à ces personnes obèses, qui entraînent certes au début une perte de poids, mais qui souvent, malheureusement, en raison de nombreux facteurs, de nombreuses résistances métaboliques, psychologiques, psychosociales, entraînent des reprises de poids ou même des rebonds. Alors pour prendre en charge cette personne obèse, on n'a pas le choix, il faut une équipe pluridisciplinaire. Et il faut une prise en charge avec 4 axes. L'approche biomédicale, bien sûr, parce qu'il va falloir faire le point sur l'ensemble des complications de cette personne obèse, et puis l'approche diététique, physique et psychologique qui seront obligatoirement indispensables à cette prise en charge globale. Alors après, c'est une pathologie à complications multiples, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, syndrome d'apnée du sommeil, diabète, problèmes locomoteurs, problèmes psychiatriques. Donc là aussi, il faut faire avec toutes ces pathologies qui sont la conséquence de l'obésité. Et puis alors, on a un certain nombre d'acteurs, mais qui malheureusement aujourd'hui sont assez peu coordonnés. Alors c'est sûr qu'il y en a un certain nombre, mais alors comment ils travaillent les uns avec les autres, là aussi, c'est assez compliqué, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'adulte ou de l'enfant. Donc tu vois, Lamine, que ce n'était pas facile d'essayer de construire un parcours. Bon, alors, pourtant, il y a 2 fondamentaux. Ça, c'est pour Thierry Béchu, parce qu'il m'avait dit que je n'arriverais pas à placer le Stade Toulousain. Ça y est, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il y a alors 2 fondamentaux, le plan obésité 2010-2013 et l'éducation thérapeutique. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous a permis et qui va nous permettre de développer les parcours de cette personne obèse. Alors, le plan obésité, un de ses axes était d'améliorer l'offre de soins, de promouvoir le dépistage de l'obésité, que j'ai commencé tout à l'heure, avec le calcul de cette petite formule. Alors, quel est l'objectif ? Un des objectifs, c'était de rendre le premier recours efficient du médecin généraliste, de mettre en place une offre spécialisée, c'est pour ça qu'a été créé des centres spécialisés obésité,
des SSR, une éducation thérapeutique, on va en reparler, et puis un développement des coordinations territoriales. Tout ça pour améliorer la pertinence des pratiques et l'information, bien sûr, des professionnels et du public. De ce plan obésité, il a deux objectifs, donc mettre en place une politique territoriale de l'offre de soins et de créer un maillage des acteurs de santé. Donc globalement, ce n'est pas très différent de ce qui se passe dans les autres pathologies. Mais là, il a deux missions. Donc c'est prendre en charge des obésités sévères ou complexes et puis développer l'animation de la filière pour la rendre cohérente, lisible, visible et efficiente. Et pour ça, donc, 37 centres spécialisés obésité ont reçu le label de la DGOS, ainsi que 5 centres intégrés de l'obésité qui sont chargés plus particulièrement de la recherche en obésité. Alors, je vous ai mis une petite carte. En vert, c'est le public. Donc, si on fait une petite comparaison avec les enveloppes MIGAC, on est quand même au-dessus, puisqu'on doit être à peu près à 8% des centres qui sont privés. Mais vous voyez que, effectivement, c'est essentiellement l'hôpital public qui a pris en charge et qui a été reconnu pour ces centres spécialisés obésité, et c'est peut-être bien dommage. Ensuite, il y a l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est vraiment la base de la prise en charge de l'obésité. Toutes les prises en charge de l'obésité doivent se baser sur cette éducation thérapeutique, quelle que soit la phase de l'obésité, que ce soit la phase initiale, la phase de résistance, la phase des complications. L'éducation thérapeutique va être absolument indispensable, avec comme objectif l'autonomie du patient et puis la prise en compte de ces approches dont je parlais tout à l'heure, biomédicales, diététiques, physiques, psychosociales, pour faciliter justement ces modifications thérapeutiques du mode de vie, parce que le problème qu'on a avec l'obésité, c'est qu'il faut manger tous les jours. Et donc, c'est compliqué. C'est tous les jours c'est pas l'histoire d'un comprimé. On n'a pas de médicaments dans l'obésité. Donc, la graduation des soins, telle qu'on pourrait l'imaginer, effectivement, ce serait avant qu'on atteigne l'obésité, avoir des actions sur l'environnement, les modes de vie, et donc, quelque part, la promotion de la santé. Et à partir du moment où on atteint l'obésité, eh bien, c'est une médecine de l'obésité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une spécialisation qui doit se mettre en place. C'est bien sûr les paramédicaux, les diététiciennes, les psychologues, les professeurs d'APA, les kinésithérapeutes. C'est bien sûr les MCO qui vont devoir trouver un rôle dans cette prise en charge, parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire que c'est surtout par les complications aiguës que ces patients obèses arrivent. Donc on va traiter le diabète, on va traiter l'insuffisance respiratoire ou cardiaque, et souvent, on ne va pas s'occuper de la problématique de l'obésité. Et puis bien sûr, l'éducation thérapeutique, pour en arriver dans le stade des complications et des obésités morbides, à la chirurgie bariatrique, à l'orientation vers les SSR spécialisés obésité et la médecine spécialisée. Donc, si on reprend nos 3 formes de recours, on pourrait dire que de toute façon, quelle que soit la prise en charge et quel que soit le professionnel, ça va passer par l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire la posture éducative du médecin généraliste, du médecin spécialiste, des programmes d'éducation thérapeutique de proximité, pour aller, bien sûr, vers des programmes d'éducation thérapeutique plus développés dans le 2e et 3e recours. Et puis, chacun va retrouver sa place, c'est-à-dire le médecin traitant, les libéraux, le pharmacien, les infirmières, les diététiciens, les associations de patients. Et à partir du 2e recours, les réseaux de soins, les SSR spécialisés affections digestives, métaboliques et endocriniennes, les médecins spécialistes, le MCO, bien sûr, les chirurgies bariatriques, et puis, dans le 3e recours, les SSR obésité qui, je vous le rappelle, dans le plan obésité, répondent à un cahier des charges spécifique, dont c'est une surspécialisation des SSR d'affections digestives, métaboliques et endocriniennes, et bien sûr ces centres spécialisés obésité qui ont tout leur rôle en 3e recours. Et donc l'éducation thérapeutique dans le cadre de cette trajectoire du patient, elle va être plutôt sur de l'éducation thérapeutique de proximité, au plus proche du patient, pour ensuite aller vers de l'éducation thérapeutique de recours, puisque là aussi, la HAS nous a dit qu'il y avait 3 niveaux finalement d'éducation thérapeutique, des programmes d'éducation thérapeutique initiaux, des programmes de renforcement et des programmes de suivi approfondi. Donc, si on résume, sur une diapo, comment on pourrait faire ? Eh bien, écoutez, donc il y a un travail d'abord, bien sûr, sur la prévention, l'éducation pour la santé, le dépistage.
Ensuite, la prise en charge du patient, les diagnostics des différentes comorbidités associées, le diagnostic éducatif dans le cadre de l'éducation thérapeutique et son évaluation. Et donc, cette prise en charge pourrait, pour les 3 types d'obésité cités tout à l'heure, obésité modérée non compliquée, c'est une prise en charge essentiellement à domicile par les médecins généralistes, médecins spécialistes et les paramédicaux, avec, et encore une fois de façon absolument indispensable, des programmes d'éducation thérapeutique de proximité, un accompagnement psychosocial. Pour les deux autres types d'obésité, obésité modérée compliquée et obésité sévère ou morbide. Donc pour l'obésité modérée, c'est là que je pense que les établissements MCO ont toute leur place. En tout cas, ils doivent la prendre dans la prise en charge de ces patients et dans l'approche globale de leur thérapeutique. Bien sûr, les médecins spécialistes, les SSR spécialisés. Se pose pour la suite le problème du relais. Donc là, ça va nécessiter une formation à l'éducation thérapeutique des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Ça va nécessiter la mise en place d'hospitalisation de jour en SSR également. Et pour les obésités sévères et morbides, c'est la place des CSO que vous allez monter, je n'en doute pas, de la chirurgie bariatrique, des SSR obésité, des médecins spécialisés, et puis bien sûr toujours ce suivi à domicile, sans oublier, bien entendu, l'éducation thérapeutique qui sera au cœur de la prise en charge. Voilà, donc je voulais conclure sur 2 petites photos. Je vous l'ai montré tout à l'heure à 320 kg. Je ne peux pas vous empêcher de vous le montrer aujourd'hui. Un an après, il a perdu 170 kg, il remarche. Donc c'est quand même un grand succès et on peut dire qu'il est transformé. Et puis je voulais conclure en disant finalement de façon très simple qu'il y a du boulot. Hein, parce que je crois qu'il faut qu'on s'y mette un peu plus à la prise en charge de l'obésité et pas seulement sur la chirurgie bariatrique. Merci de votre attention. Merci beaucoup.